Aujourd'hui, une vidéo particulière, une vidéo en deux parties, où on va traverser le 19e siècle à travers des figures peu connues, méconnues. Et on va voir les résonances que peut avoir ce 19e siècle avec notre époque. Et donc, dans cette première partie, on va s'intéresser à la poésie populaire, à la chanson populaire. Chanson populaire et poésie populaire dans le sens d'une poésie adressée, destinée au peuple, mais également une poésie écrite par ces ouvriers, ces ouvrières, ces prolétaires, qui, durant leur temps libre, ont écrit de la poésie, la nuit, ont écrit des récits. Littéralutte, 4e épisode, première partie, on y va! Quand on parle de poésie, au 19e siècle, il y a des figures qui surgissent comme ça. Il y a Hugo, bien sûr, Victor Hugo, il y a Théophile Gautier, il y a bien sûr Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine. Mais il y a une figure aujourd'hui qu'on ne nomme pas, qu'on nomme rarement. Et c'est Pierre-Jean Béranger. Pierre-Jean Béranger, on le classe aujourd'hui uniquement parmi les chansonniers. Et pourtant, on s'entend, Pierre-Jean Béranger était considéré comme poète et chansonnier et poète. Et il était considéré ainsi par le peuple, bien évidemment, ce peuple qu'il admirait et qui l'admirait, et qui reprenait ses chansons, mais également par des écrivains qui étaient contemporains de Béranger. Je prendrai l'exemple de Stendhal, Flaubert, mais également au niveau des revues, au niveau des journaux de l'époque, on le comparait à La Fontaine, on le comparait à Pindare. À partir de la deuxième partie du 19e siècle, rappelons que Béranger est mort en 1857, n'est considéré plus que comme un chansonnier. Pour vous en convaincre, vous pouvez simplement taper Pierre-Jean Béranger sur n'importe quel moteur de recherche et vous trouverez la mention chansonnier et non poète. Et c'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui, et c'est ce qui va être intéressant à explorer, non pas pour donner une réponse tranchée, qu'est-ce qu'un poète, qu'est-ce qu'un chansonnier poète. Et ce qui va être intéressant, c'est cette oscillation, ces considérations, on va dire, sociales. Comment on qualifie un poète, comment on va dire que tel artiste est un poète et non un chansonnier, ou un chansonnier pas un poète. Avec un article qui est disponible gratuitement sur Cairn. L'article est de Sophie-Anne Leterrier. Je mettrai le lien en description. Et comme amorce, comme première réponse, on va citer Chateaubriand. Chateaubriand qui dira de Béranger qu'il fut sous le titre de chansonnier un des plus grands poètes que la France ait connu. Béranger, à travers la chanson, par la chanson, et je dirais presque malgré la chanson, qu'il a réussi à être considéré comme poète. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Béranger, il a fait le choix, un choix stratégique, comme on va le voir, d'écrire des chansons et non de la poésie. Ce choix stratégique permet à Béranger d'obtenir une indépendance dans le champ littéraire et dans le champ politique. Dans le champ littéraire, pourquoi ? Parce que, en choisissant la chanson, il a renoncé à la prétention littéraire. Donc, il peut s'engager politiquement. Et concernant l'indépendance dans le champ politique, c'est que la chanson étant essentiellement orale et se transmettant dans le peuple, elle est chantée par le peuple. La censure est extrêmement difficile, voire impossible. Parallèlement aux romantiques, qui, cette première partie du 19e siècle, contestait les règles classiques, avec notamment la bataille d'Hernani. À sa manière, Béranger, et parallèlement à tout ça, lui aussi, il opérait cette sorte de révolution. Et ça, c'est à travers la chanson. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la chanson a été en quelque sorte bannie de la poésie. Elle a été bannie de la poésie par notamment la Pléiade, qui reprochait à la chanson son aspect simple et dénué de toute érudition. Ensuite, au XVIIe siècle, cet écart entre poésie et chanson va se creuser encore plus. On va mettre la chanson plus du côté de la musique, plus du côté du divertissement, ou encore de la parodie. Le 18e, on va prolonger ce geste, justement, de séparation entre poésie et chanson. Le basculement, c'est la fin de ce 18e siècle. Pourquoi ? Parce qu'avec la Révolution française, la chanson acquiert un nouveau statut. Elle acquiert le statut de voix du peuple. Et ça, c'est intimement lié à Béranger, parce que Béranger, c'est un enfant de la Révolution française, il est né en 1780. Et lui, qui est pétri de philosophie rousseauiste, pour lui, la chanson, ça va être un moyen. Ça va être un moyen politique, éminemment politique, pour parler au peuple, pour se faire entendre de ce peuple. C'est là qu'on voit que le choix de la chanson, c'est un choix éminemment politique. Et ça rejoint la vidéo de la dernière fois, avec Quintane, avec Barthes. Chaque époque dispose de son écriture révolutionnaire. Alors ici,
c'est plus par rapport au genre que ça s'exprime, pas vraiment par rapport à l'écriture, parce que l'écriture de Béranger reste tout de même assez classique. Mais justement, en remettant le lien entre chanson et poésie, en faisant de la poésie directement accessible au peuple, c'est une manière de rompre avec le classicisme. Et cette rupture va aller encore plus loin. Pourquoi ? Parce que, également, la chanson était régie par certaines règles. Par exemple, pas de politique, où on en restait aux chansons bachiques. Et Béranger, dès 1817, il va rompre avec ça. Il va intégrer de la poésie à ses chansons, réellement travailler ses vers. Et la meilleure manière de voir ce travail sur les vers, c'est d'écouter Béranger. On écoute. Dans la sous-ponte du portier, je naquillerai des chaussées. Par tous les lacs du plein quartier, à 15 ans je fus pourchassée. Mais bientôt un jeune seigneur m'en la valeur de caquetage. Ma vertu vaut cet honneur, ma vertu vaut cet honneur. Et je monte au premier étage. Là dans un riche appartement, mes mains deviennent des plus blanches. Grâce à l'or de mon jeune amant, là tous mes jours sont des dimanches. Mais par trop d'amour emporté, il meurt. Ah pour moi quel veuvage. Mes pleurs respectent ma beauté, mes pleurs respectent ma beauté. Et je monte au deuxième étage. Là je trompe un vieux duc et père dont le neveu touche mon âme. Ils en ont fait payer bien cher, l'un la cendrée, l'autre la flamme. Viens dans ce nouveau amour, la noblesse alors déménage. Mon miroir me sourit toujours, mon miroir me sourit toujours. Et je monte au troisième étage. Là je plume mon gros anglais qui me croit veuve et baronne. Puis de financiers bien aimés, même après là Dieu me pardonne. Mais un escroc que je chéris me vole en parle en mariage. Je perds tout, j'ai des cheveux gris, je perds tout, j'ai des cheveux gris. Et je monte encore un étage. Et c'est bien ce travail sur les vers, ce travail sur l'écriture, qui a valu à Béranger la reconnaissance de tant d'écrivains et de tant de poètes. Mais malgré ces différentes reconnaissances, on en est là aujourd'hui. Béranger est surtout cité comme chansonnier et reconnu comme chansonnier. Et cette catégorisation en tant que chansonnier, on la voit déjà dans la deuxième partie du 19e siècle, à travers notamment un critique, Ferdinand de Brunetière. Pour lui, cette reconnaissance n'est pas venue du travail ou des textes de Béranger, car il le considère comme un piteux poète, mais plutôt de son positionnement politique. Et c'est là où on attaque un aspect extrêmement intéressant, c'est de voir comment la politique en quelque sorte, ou le positionnement politique d'un texte ou d'un écrivain ou d'un poète annihile la valeur littéraire qu'on peut accorder à ses textes ou à son travail. Et donc cette manière de catégoriser poésie ou pas poète ou chansonnier, elle est extrêmement intéressante et elle fait écho à une affaire aujourd'hui qui a cours encore aujourd'hui, celle de Ludovic Bablon. Pour les détails, je vous renvoie au récit qu'il en a fait, le lien également en description. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce Ludovic Bablon a écrit un texte satirique contre la police. Est passé en justice, et quand il est passé devant les tribunaux, justement, on a considéré que ces textes n'étaient pas satiriques, que ce n'était pas de la poésie, qu'ils ne relevaient pas de la littérature. Pourquoi ? Peut-être la nature des textes, parce qu'il ne s'agit pas d'un auteur publié dans de grosses maisons d'édition, que si on n'est pas un auteur star qui passe dans Le Masque et la Plume, on en a parlé dans le site, ou alors dans la grande librairie, on n'est pas écrivain. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont des juges peuvent juger de la littérarité ou de la teneur littéraire ou poétique d'un texte. Et ils ont décidé que le texte de Ludovic Bablon n'était pas de la poésie ou ne relevait pas de la littérature. On lui a presque refusé le fait d'écrire de la poésie ou de la littérature. Alors nous, on va pas juger de la qualité littéraire de cette manière-là, mais on va lire ces textes. On va voir ces textes-là qui ont été incriminés. Chanson des flics morts. Mort, 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 ainsi j'aime les flics morts. J'aime quand ça grille et quand ça dort. Quand ça hume bien l'odeur des porcs. Mort, mort, mort. Il faut tuer les flics bien fort. 22, v'là les bleus, vise, frappe, tire fort. Balle dans la tête. Balle dans ta tête de con, t'es mort.
Mort, mort, mort. Moi, mes flics morts, je les veux bien morts. Pas de pitié, pas de quartier, pas de renfort. Au pays des droits de l'homme, au pays des flics morts. Et ça rejoint parfaitement notre questionnement au sujet de Béranger, justement sur cette qualification, comment on qualifie des textes, comment on qualifie un artiste, poète ou chansonnier, poésie ou chanson. Et ça va plus loin, c'est que Ferdinand de Brunetière, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui lui est né quelques années avant la mort de Béranger, il est né en 1849. Les reproches en quelque sorte qu'il va faire à Béranger, il va surtout dire pauvre lyrique. C'est-à-dire que ce qu'il reproche à Béranger, c'est le fait qu'il ne soit pas lyrique. Et ça recoupe toute une mythologie encore présente chez le grand public, l'idée qu'on se fait de la poésie, que la poésie est forcément lyrique. Et je crois, à mon avis, à mon sens, c'est là où on retombe sur ces juges qui ne considèrent pas le texte de Ludovic Babelon comme de la poésie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas lyrique. Et pour en revenir à ce début du 19e siècle, les ouvriers, les ouvrières, les prolétaires s'en fichaient pas mal de l'aspect pauvre lyrique de Béranger. Et c'est bien à cette classe que l'on va s'intéresser désormais, ou plus précisément au groupe issu d'une certaine éducation populaire qui a commencé à apparaître avec la fin du 18e. Et donc ces groupes d'ouvriers et d'ouvrières, des autodidactes, ils ont eu pour modèle Jean-Jacques Rousseau, mais également Victor Hugo ou encore Béranger. Béranger qui, comme on l'a dit tout à l'heure, par sa démarche, celle de mêler poésie et chanson et poésie, a permis à pas mal d'ouvriers et d'ouvrières de découvrir la poésie, de toucher à la poésie. Parce qu'ils ne lisaient pas forcément, parce qu'ils ne lisaient pas tous. Et pour mieux connaître cette classe, ces prolétaires autodidactes, ces prolétaires poètes, ces prolétaires écrivains, je vous recommande La Nuit des prolétaires de Jacques Rancière. Alors ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que ces prolétaires autodidactes, ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble de leur classe, ils ont été une centaine tout au plus. Ils ont à se rebeller contre le temps perdu, le temps volé, par l'exploitation du travail marchand. Ils arrivaient à tromper ce système, à tromper ce salariat, ce quasi-servage. Et donc, du coup, ils le trompaient comment ? En trempant leurs plumes, leurs plumes la nuit, en écrivant de la poésie, en écrivant des récits, en lisant également durant ces nuits. Et ça, c'est pour apprendre, simplement pour obtenir le savoir, mais également pour écrire leur propre histoire, à leur manière, pour raconter leur histoire et ne pas laisser le discours au dominant. Et pour contextualiser l'histoire de ces ouvriers autodidactes, de ces ouvrières autodidactes, on va se replacer dans le contexte historique, celui des Trois Glorieuses, à savoir le 27, le 28 et le 28 juillet 1830, où l'on a assisté à la deuxième révolution française en quelque sorte, qui fera tomber Charles X. Et à la suite de cette révolution, c'est toute une classe qui prend conscience que c'est elle qui fait l'histoire, et que ce n'est pas, soi-disant, les grands hommes, avec le développement de la presse, avec le développement d'une presse ouvrière. Et dans cette presse, il s'agira d'agencer un discours, leur propre discours, mais également de répondre au discours dominant. Et d'une certaine manière, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. De manière générale, sur les réseaux sociaux, on a tous ce réflexe de répondre aux médias de manière générale. On a ce réflexe de construire notre propre information sur les réseaux sociaux, et les gilets jaunes me font fortement penser, pour ma part, à ce mouvement de 1830 à 1848. Et parmi ces poètes ouvriers, il y en a un en particulier sur lequel on va s'arrêter. Gabriel Goni, Louis Gabriel Goni, parquetier, philosophe et poète. Et on va se quitter sur un texte de Goni. Un texte tout à fait singulier, un texte tout à fait particulier, une vraie perle. Un texte qui me rappelle, à presque un siècle de distance, Thierry Mess, l'admirable Thierry Mess, que je vous recommande. Et donc ce texte, c'est le travail à la journée. Il va nous raconter, quasiment heure par heure, la journée de travail de ce menuisier. Abandonné aux activités contre nature de notre civilisation, il se lève à 5 heures du matin pour se retrouver à 6 heures, sonnant à l'atelier. Et cette journée marquée non pas forcément par les travaux, mais par l'attente, l'impatience et le chagrin, devant les 10 heures de travail qui s'avancent pour dévorer son âme. Et justement, la douleur, elle vient pas tant du travail, de ce travail marchand,
ou de la toute relative qualité à laquelle nous astreint ce travail marchand, nous empêchant de le faire correctement ce travail. Non, c'est avant tout une question de temps. La question du temps abandonné, du temps lâché. Le pire dans tout ça, c'est bien l'anticipation de ces heures dont on anticipe la perte. S'élançant vers le lieu de son travail, cet homme a de singulières allures. La colère couvre dans son regard, à ses élans d'esclaves insurgés, on croirait qu'il court signer à un pacte clandestin, pour écraser ceux qui l'oppriment. Esclave insurgé, mais esclave quand même, parce qu'il y va malgré lui, malgré sa fureur. Il se rend à son lieu de travail. Au lieu d'aller ailleurs, il y va et il s'exécute, il commence le travail, ce travail marchand. Et toujours ce temps qui s'écoule, se concentrer sur la tâche et s'en éloigner, ce paradoxe d'être là, le corps répétant les gestes et le désir d'ailleurs. Les heures qui s'écoulent, les états d'âme et d'esprit qui se succèdent, et surgit ce moment précis où le corps répétant les mêmes gestes, le corps qui s'épuise, le corps qu'il faut nourrir pour qu'il puisse continuer cette activité qui n'a d'autre but que de continuer à vivre, condition du salariat. L'estomac de l'ouvrier, aiguisé par cet appétit que provoque un travail turbulent, ne s'alimente point selon les règles de l'hygiène, mais s'emplit des mets plus ou moins frelatés d'un mauvais traiteur. L'air vicié déflore ses sens, et, quoique son imagination, indépendante des lieux et des temps, s'invente une existence harmonique, elle s'abat bientôt dans les décombres du réel. Cet ouvrier veut absolument du bonheur. Il se hâte de manger pour s'appartenir un peu, et s'égarer 20 minutes au fond de quelques vagues espérances, mais son oreille attentive malgré lui se tient aux écoutes. Car la cloche va bientôt sonner, et d'avance son timbre l'importune en éveillant des comparaisons dangereuses contre ceux qui vivent du travail des autres. Et puis vient le rapport aux autres, le rapport à l'ouvrier d'abord, celui qui trime à côté, le rapport au patron aussi, le rapport à cet autre ouvrier qui trime juste à côté aussi. Ce damné s'indigne de cette sorte d'inquisition qu'exerce le regard du maître et se sent remué par un bond de haine jusqu'au fond des eaux. Quand cette commotion s'apaise enfin, il travaille violemment pour s'enivrer d'oubli. Un instant, il parvient à s'éloigner des ressentiments de la mémoire implacable. Il travaille en forcené, mécanique vivante. Il gagne, au profit de son patron, ce qu'il perd aux dépens de sa force. On se dit qu'il faut la combattre, cette domination, s'organiser, parce que bon, il est esclave, certes, mais esclave insurgé. Et là, il s'agit de remettre les choses à leur place, de sortir de sa condition. Et comment? Par le collectif. Alors, à la pause, il déchaîne ses passions populaires, c'est-à-dire il révèle à ses camarades l'étendue de leurs droits, en leur exposant aussi la somme exacte de leurs devoirs. Son souffle excite ces parias abrutis, apôtres infatigables de la rébellion. Il les entraîne dans un coin, et là, il leur dénonce les impôts de la chair et de l'âme qu'ils ont à payer à cette société qui les déshérite. Alors ces conjurés font serment de se cabrer contre le frein qui les étouffe. Mais une fois que la cloche sonne, encore cette cloche, on y revient à la turne, on y revient et on continue ce travail marchand, cette production de marchandises. Et puis peu à peu, parce qu'on voit le dehors, on voit à la porte de l'atelier se masser d'autres travailleurs qui n'attendent que la place vacante. Et le sentiment que l'on avait d'abord, le désir de s'évader de cet espace, ça se transforme. Parce que même dehors, on est encerclé. Parce que forcément la peur de perdre sa place, et on continue comme ça jusqu'à la dernière heure. C'est la plus terrible. Elle résume les autres. L'attente exagère 10 fois sa durée. L'ennui. Cette horrible occupation des producteurs condamnés à des travaux rebutants par la longueur de leurs séances. L'ennui tourmente les membres et l'esprit de cet ouvrier. Les positions du corps qu'exige le métier l'importunent. Tout en lui veut s'échapper de lui-même et s'élancer vers un inconnu qu'il désire comme un bonheur. Le soir s'abat, et son âme s'use en interrogeant les minutes.